Donc nous sommes le groupe RADO qui s'est constitué il y a une dizaine d'années, qui est actif depuis une dizaine d'années. On partage un intérêt pour les formes collectives de l'art et pour le documentaire, ainsi d'ailleurs qu'une certaine réticence à nous définir. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Le nom autour duquel nous avons décidé de nous rassembler, RADO, est inspiré de cette déclaration de Fernand Deligny. Un radeau, vous savez comment c'est fait. Il y a des troncs de bois reliés entre eux de manière assez lâche, si bien que lorsque s'abattent les montagnes d'eau, l'eau passe à travers les troncs écartés. Quand les questions s'abattent, nous ne serrons pas les rangs, nous ne joignons pas les troncs pour constituer une plateforme concertée. Bien au contraire, nous ne maintenons du projet que ce qui du projet nous relie. Vous voyez par là l'importance primordiale des liens et du mode d'attache, et de la distance même que les troncs peuvent prendre entre eux. Il faut que le lien soit suffisamment lâche et qu'il ne lâche pas. L'acronyme RADO, R-A-D-O, ne se développe pas. C'est une métaphore qui tient en 4 lettres, analogue à ces troncs dont parle Deligny. Nous avons réalisé quelques projets collectifs, notamment un projet de 3 années, devenu une commande publique du Centre national des arts plastiques, à Tulle, avec Peuple et Culture Corrèze. Le groupe fonctionne, dont il sera question de certains des projets qui ont été menés pendant cette recherche. Le groupe fonctionne néanmoins en dehors de tout projet, sous la forme notamment de discussions autour des travaux des uns et des autres. Comme indiqué dans le programme, nous présenterons quelques-unes des situations artistiques que nous avons échafaudées au sein d'institutions, écoles, prisons, etc., ou de collectifs plus informels qui peuvent constituer une manière de instituer quelque chose. Il faut préciser que ces travaux procèdent chez chacun d'entre nous et à des titres divers, d'un intérêt personnel pour les pratiques collectives de l'art, leur potentiel de surgissement de formes et de production d'informations, davantage que d'un altruisme ou d'une volonté pédagogique. Le développement massif des ateliers de pratique artistique au sein d'institutions est une des coordonnées générales du contexte dans lequel s'inscrivent ces projets. Les ateliers de pratique artistique sont devenus un moyen important de professionnalisation des artistes, et même souvent la seule source de revenus pour ceux dont la production n'est pas intégrée au marché de l'art, qu'ils le refusent ou qu'ils en soient tout simplement exclus. Le phénomène s'accentue, comme vous le savez sans doute. La réforme des rythmes scolaires, par exemple, débutée en 2013, s'est accompagnée d'une multiplication d'ateliers artistiques lors de ce qui est appelé les temps d'activité périscolaire, les fameux TAP, libérés par la réforme. Mais ces pratiques ne se limitent pas à l'institution scolaire. Les collectivités locales en appellent aux artistes dans le cadre de ce qu'elles appellent l'action territoriale. Les hôpitaux et les prisons ont également leur programme d'activité animé par des artistes. Culture à l'hôpital, culture justice, etc. Madeleine Bernardin-Sabry, qui va nous parler tout à l'heure, nous rappelait dans un mail récent que Foucault disait que toute institution est un conflit institué, qu'une institution est une manière d'invisibiliser un conflit. Alors la question qu'on pourrait se poser est de savoir qu'en est-il du conflit institué dans une situation artistique. Et une institution demande ce qu'elle ne peut pas faire elle-même. Alors que demande une institution à des artistes quand elle leur demande de créer des situations artistiques? Donc il y en a 4 parties à notre programme. Donc Claire Tenu, à ma droite, évoquera plusieurs expériences en milieu scolaire en montrant comment chaque situation est le résultat de la rencontre entre un territoire, un mode d'interaction et d'une technique. Adrien Malcor présentera Enfantillage outillé, un atelier mobile sur la machine mené avec Fanny Maigri entre 3 classes uniques de Corrèze qui a donné lieu à une publication et un livre aux éditions L'Arachnéen. Madeleine Bernardin présentera le résultat d'une enquête sur l'industrie forestière sur le plateau de Millevaches, qui a donné lieu à une activité picturale individuelle en atelier, à la manière d'un peintre toute seule, et à la réalisation d'une
publication collective réalisée avec des habitants. Je parlerai enfin, donc moi c'est Maxence Riflet, d'une expérience menée dans 7 prisons françaises en coopération avec des prisonniers. Et pour finir cette introduction, je voulais simplement vous montrer ces photographies qui ont été, pour ma part, le point de départ de toutes les pratiques décentrées de l'art que j'ai menées depuis. Elles ont été réalisées en 2000 par un adolescent de 14 ans, récemment débarqué clandestinement à Marseille depuis le Maroc. Elles sont extraites d'un travail mené avec Ito Barada et Anaïs Masson sur la question de l'immigration clandestine à travers une pratique photographique commune avec des adolescents marocains à Marseille et à Tanger, dont le livre « Fais un fils et jette-le à la mer » retrace le récit, et je le sortirai quand j'aurai plus le micro. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu peux le passer au public nombreux. Dans le travail, ces 3 autoportraits d'un adolescent qui se brûle le visage avec le flash ont ensuite été associés collectivement au terme arabe khreg, brûler, d'usage courant pour désigner ceux qui brûlent leurs papiers avant de s'embarquer sur un bateau afin de ne pas pouvoir être reconduits dans leur pays d'origine à leur arrivée. Cette photographie, réalisée par un autre adolescent, me semble être une image très forte de l'expérience intime de l'exil, avec cette carapace déposée sur un lit qui est comme la peau d'un serpent après une mue. Je pense que c'est aussi un document assez intéressant d'une fascination assez commune des adolescents pour les marques de fringues. Sans compter que c'est toujours assez rigolo d'imaginer le photographe en petite tenue en train de faire l'image. Ce projet faisait suite à un reportage que j'avais mené sur ces adolescents, donc qui avaient immigré clandestinement à Marseille, pendant lesquels j'avais éprouvé les limites de l'attitude qui consistait à décrire leur réalité de l'extérieur. Mes photographies de ces adolescents perdus dans la ville ne disaient rien de l'imaginaire qui les y avait conduits. En faisant ce projet, j'ai découvert l'intérêt d'intégrer d'autres points de vue que le mien, d'être attentive à d'autres perspectives sur la réalité. Je me suis rendu compte que cela produisait des formes et de l'information. Et je laisse la parole à Claire Tenu. Bonjour, merci Maxence pour cette introduction. Donc comme Maxence l'a indiqué, je vais parcourir à travers des exemples d'images et d'objets réalisés avec des écoliers ou des collégiens au cours des 10 dernières années. J'ai fait une dizaine, 9 je crois, interventions en milieu scolaire selon des dispositifs institutionnels très variés. Je ne vais pas forcément les détailler, mais si ça vous intéresse, on peut en parler. Et je vais en présenter 4. Le premier était réalisé en 2010 à Perpignan avec une classe de CP-CE1 de l'école Victor Duruy, donc à la demande d'une enseignante qui avait contacté un musée où je préparais une exposition à Sérignan. Et l'idée était d'emblée, il y avait une idée de départ posée qui était de réaliser un album avec les élèves. Donc l'école était située dans le quartier du Bas-Vernay, objet de grands travaux de rénovation urbaine à ce moment-là, au milieu de 3 grands ensembles d'immeubles HLM. L'école était en travaux elle aussi, des AGECO servaient de salle de classe. Et un des premiers gestes que j'ai fait, c'est d'apporter une œuvre que j'ai laissée en dépôt pendant toute la durée du projet. J'y suis allé régulièrement, une dizaine de jours, 3 fois dans l'année, pour réaliser le projet. Et du coup, j'ai laissé comme ça, comme une présence pendant les moments où j'étais pas sur place à l'école, une œuvre qui s'intitule Brouillard à monter, que vous voyez au-dessus de l'armoire, dans la salle de classe, où par ailleurs, là, on voit un état de travail autour de l'album, lors de la dernière séquence de travail avec les élèves.
J'avais apporté cette œuvre tout simplement parce que c'était une œuvre que j'avais réalisée quelques années auparavant. C'est un montage de photographie de la statue du maréchal Ney à Paris. Et cette statue, elle avait été sculptée par François Rude. Et en fait, la rue principale du quartier s'appelait François Rude. Donc c'était aussi une façon, donc une sorte de hasard ou de circonstance, mais une façon de s'emparer comme ça de cette circonstance pour produire du sens aussi. Voilà, à partir d'une rencontre entre cette œuvre que j'avais pu faire et la réalité du territoire, de la toponymie du territoire. Alors, je tenais à présenter ce projet parmi d'autres, aussi parce que, dans le public, personne n'a assisté à la rencontre précédemment de Florian Fouché, qui fait partie du groupe Rado, mais qui a fait une intervention ici juste avant, sur le musée du paysan roumain. Et il se trouve que la réalisation de cet album, constituée d'images réalisées par les élèves sur leur quartier, au cours de promenades, ou de parcours, où il s'agissait de regarder le quartier, l'évolution du quartier, toutes ces transformations qui étaient assez impressionnantes. Le quartier était vraiment un chantier. Et donc l'idée était que cet ensemble d'images, de textes, produisent un album. Pour cette fabrication d'album, comme vous pouviez le voir sur l'image auparavant, je me suis installée donc au fond de la classe. Et une fois les photographies choisies avec les élèves que j'avais tirées, et le carton, les scotch, les outils que j'avais apportés, une fois qu'on avait tout ça en main, pendant toute une semaine, j'étais au fond de la classe pendant la classe. Et les élèves venaient à 1, 2 ou 3 à tour de rôle à la table, en même temps qu'il y avait cours. Donc il y avait une double activité dans la classe. Mais du coup, il y avait des choses qui pouvaient s'infiltrer de ce qui se passait dans la classe et qui venaient faire écho, comme ça, à ce qui pouvait se passer dans les images. Donc il y avait tout un jeu de montage qui s'est fait dans cette double activité de la classe, des différentes matières qui étaient enseignées par la maîtresse, et en même temps de cette manipulation au fond de la classe sur une table, avec des ciseaux, avec des images, avec de la colle. Mais dans un rapport un peu privilégié comme ça aussi, où une parole chuchotée presque surgissait et venait s'infiltrer dans l'album. Et du coup, ce qui s'est dessiné, c'est une sorte de traversée collective au fur et à mesure de l'enchaînement des pages, et qui, à mon sens, mieux que n'importe quelle photographie que j'aurais pu faire dans ce quartier, indiquer, montrer ce qui était un quartier sensible, comme on dit, et c'est-à-dire un quartier composé des sensations de ses habitants, pour moi. Voilà, donc là vous voyez juste l'album est épais comme ça, il y a à peu près 80 doubles pages. Je vous montre quelques exemples. Je ne sais pas si on voit grand-chose, malheureusement. Un deuxième invitation, une résidence dans un collège qui a initié un projet de plus de 3 ans dans la ville de Cherbourg, à l'invitation du Centre d'art du Point du Jour. Et le point de départ était vraiment cette première résidence auprès de collégiens. La première chose que j'ai faite en arrivant dans le collège, c'est je savais qu'à Cherbourg, je voulais développer, reprendre tout un travail sur la vue urbaine que j'avais déjà entamé quelques années auparavant. Cette image-ci, en 2004, est réalisée à Bethlehem, en Pennsylvanie. J'étais allé faire cette image notamment sur les traces d'un photographe américain que j'ai beaucoup étudié, qui s'appelle Walker Evans. Et c'était un peu une image matrice, donc je voulais repartir de cette image-là aussi pour le travail que je comptais réaliser à Cherbourg. Du coup, l'œuvre fait 133 par 165 cm, encadré, contre-collé encadré. Et j'ai décidé de l'accrocher dans le collège, encore une fois, comme premier geste aussi de partage, en fait, de l'image avec les élèves. Et d'ailleurs, pas que les élèves, le personnel, enfin, quiconque était au collège. Et ce qui m'intéresse dans cette forme de la vue, c'est la façon de construire une relation entre le proche et le lointain dans la composition de l'image. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des réactions des habitants du collège, si je puis dire, ils étaient de penser que c'était une image de Cherbourg, du coup.
Ils y projetaient vraiment... alors, parce qu'il y avait peut-être des analogies un peu topographiques, la possibilité qu'une vue un peu surplombante comme ça puisse être prise effectivement à Cherbourg. Mais du coup, ce geste-là de l'image dans le collège permettait aussi de faire jouer le rapport entre le proche et le lointain, pas seulement dans l'image, mais dans la disposition même de l'image dans un autre lieu. Donc ça, c'est un aspect qui m'intéressait. Voilà, là, je montre juste une autre image qui est un peu un rebond de ce que j'ai pu réaliser à Cherbourg. Alors, pas directement lié au travail avec les collégiens, mais de ce travail sur la vue. La façon dont j'ai abordé le travail au collège Cachin, donc à Cherbourg, c'est que j'ai fait différents types d'interventions. Je venais à la fois travailler avec il y avait une option photo pour des 4e et des 3e, donc j'ai travaillé avec des élèves de cette option photo. Mais j'ai aussi eu envie de me mettre à la disposition des enseignants d'une façon, et de voir ce qui pouvait surgir juste de la rencontre avec les enseignants, en partageant des intérêts que je pouvais avoir, en leur faisant part et en voyant comment ça pouvait faire écho à des cours. Et donc, par exemple, je me suis retrouvée aussi bien à un moment donné utiliser une image qui avait été faite à la demande d'un élève, mais qui correspondait, qu'un professeur de technologie a vu, et qui correspondait exactement à quelque chose qu'il avait du mal à transmettre aux élèves, qui était la question de la disponibilité des matériaux. Enfin, le fait que quand vous avez de la pierre à disposition, vous trouvez plutôt des maisons en pierre construites, et que quand vous avez des palmiers, vous trouvez des toits en palmier ou des choses comme ça. Et l'image que j'avais faite pouvait... voilà. Donc j'en ai fait un tirage, et elle est encore peut-être dans la salle de classe. Cette question de la vue, issue de toute une tradition de la Veduta, passe notamment par un intérêt pour Canaletto, le peintre de Venise. Et là, voilà, j'ai aussi constitué tout un travail de recherche, de documentation et d'histoire de l'art, en fait, mise en rapport à la demande d'une prof de musique qui étudiait Vivaldi. Et du coup, on a fait des séances ensemble autour de cette époque vénitienne, où Vivaldi était le contemporain de Canaletto, et où du coup, il y avait des relations comme ça qui pouvaient être faites entre l'histoire de la musique et l'histoire de l'art et la situation même de ces deux personnages-là à Venise au XVIIIe siècle. Mais un des points qui a vraiment été moteur dans le travail que j'ai pu mener par la suite à Cherbourg, c'est que j'ai proposé, dans le cadre de cours de français avec des 6e et des 5e, que les étudiants me passent commande d'images à faire dans la ville. Je considérais que moi, je voulais faire des images à Cherbourg, mais je n'étais pas habitante de Cherbourg, c'était une ville que je découvrais. Et eux, ils avaient leur propre expérience de cette ville, ils y étaient nés le plus souvent. Et du coup, j'avais envie qu'ils m'indiquent... de travailler avec eux sur l'image, mais pas que les images leur soient imposées, qu'elles arrivent comme ça, qu'eux-mêmes ne savent pas vraiment d'où, mais que ce soit eux qui soient au point de départ du désir de l'image. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la demande la plus massive a porté sur la statue équestre de Napoléon. Là, vous voyez une des premières œuvres qui est issue de ce travail en collaboration, en échange avec les collégiens. Qui était la dernière chose que je pensais photographier à Cherbourg. C'était un monument très, très symbolique, comme ça, très fort symboliquement. Et ça m'a beaucoup embêté, en fait. Mais comme j'avais institué ce principe de commande, je ne pouvais pas me dérober. Et c'était une très bonne chose, parce que c'était aussi une façon de me déplacer dans mon propre travail. Et ça, c'est une question dont on pourra peut-être reparler à plusieurs, mais se mettre et construire ces situations-là, c'est aussi rechercher ou éviter une forme de complaisance qu'on peut des fois avoir au fur et à mesure de l'évolution de son travail avec ce qu'on sait faire, la façon dont on le fait. Et là, c'est une forme de remise en question, en fait, aussi, de réinterroger en permanence le regard qu'on peut avoir sur ce à quoi on se confronte. Et donc, en fait, j'ai mis 2 ans à réussir à répondre, selon moi, à la commande passée par ces collégiens. Et donc, en 2 étapes,
j'ai d'abord essayé de faire des images, sous la pluie en plus, parce que c'est Cherbourg, il pleuvait, que j'ai considéré comme pas réussi, raté. Mais au lieu de me dire j'y arrive pas, je suis allé en parler avec eux, c'est-à-dire que je leur ai projeté les images en leur disant voilà, je suis allé faire ces images, je pense que je réponds pas à votre commande, pour moi je suis pas satisfait des images, parlons, et j'ai tenu à en parler avec eux. Un an plus tard, j'ai fait cet ensemble de photographies où là, j'étais relativement satisfaite de la façon dont les rapports entre la lumière, l'atmosphère et la circulation autour de la sculpture permettaient en tout cas de traiter le sujet qui était la statue équestre de Napoléon. Mais j'ai finalement, pour moi, répondu à la commande en faisant cette image-ci, et notamment à travers un document qui était une ancienne carte postale, où le recadrage de l'impression de la carte postale avait éliminé la tête de la statue équestre, enfin de Napoléon sur la statue équestre. Et donc c'est via ce document ancien que j'ai trouvé une solution pour traiter de cette situation de la statue équestre dans la ville, mais en évacuant une certaine charge symbolique. Un troisième situation de travail en milieu scolaire, une résidence dans le cadre d'un programme des Beaux-Arts de Paris, un post-diplôme d'artiste intervenant en milieu scolaire. Une résidence d'1 an où là, vraiment une situation où il y a un atelier sur place dans le collège où je vais quasiment tous les jours et par ailleurs je travaille avec une classe en particulier. Et il y a une image qui a constitué, donc l'image que vous voyez à l'écran, c'est une image que je fais au tout début de mon installation à Saint-Ouen. Oui, pardon, l'école est à Saint-Ouen, le collège Cachin à Saint-Ouen, donc en banlieue parisienne. Et je me retrouve à faire cette image pareil, par des circonstances qui n'étaient pas directement du ressort de la résidence. L'école des Beaux-Arts de Paris, donc, qui avait installé des dépendances, des ateliers à Saint-Ouen, à proximité du collège où j'étais, souhaitait une image pour la carte de vœux, une image de Saint-Ouen. Et donc me demande, puisque je suis juste à côté, d'en faire une. Donc cette image qui, en fait, au départ, n'a pas à voir directement avec ce que je peux mettre en place avec les élèves, devient une sorte d'image cadre pour l'ensemble du travail qui va se développer avec eux dans la suite de l'année. C'est une vue, du coup, qui est faite depuis... c'est un point de vue, d'une certaine façon, qui n'existe pas. Je suis monté sur le périphérique. Et donc quand on passe en voiture là, on n'a pas cette vue-là en fait, parce qu'on ne s'arrête pas, on est dans une mobilité qui fait qu'on n'a pas cette vue. Et quand on est en bas, on n'a pas non plus cette vue-là. Et donc ça a été l'occasion de nombreuses discussions avec les élèves sur ce déplacement, enfin sur la façon dont une vue qui traite d'un lieu familier déplace en même temps complètement le regard qu'ils pouvaient avoir de ce lieu-là. Et là, vous voyez 3 des collégiens avec qui j'ai travaillé qui sont en train de discuter de cette image-là, et notamment l'un d'entre eux qui était assez turbulent comme jeune homme, mais qui a réussi à être dans des états de contemplation très étonnants, et qui m'ont même inquiété parce que je me doutais qu'il allait vouloir refaire l'image. Et j'aurais été embêté qu'il finisse par monter sur le périph'. Mais voilà l'image qu'il a faite. Et il a indiqué, alors là, malheureusement, on ne voit pas l'écran, il a indiqué, vous voyez une phrase qu'il a écrite, « Les photos sur les puces, il y a un mur, on dirait que le mur est infini. » Et cette image-là, du coup, mais comme d'autres, elle raconte ce qui est ressorti des images qu'ils ont pu faire. À travers alors ces images où là, d'une certaine façon, moi je leur ai pas passé commande, mais je leur ai suggéré, ou je leur ai fait des demandes qu'ils pouvaient refuser d'ailleurs, qu'ils étaient libres de remplir ou pas,
à partir de questions, d'un petit questionnaire assez anodin a priori. Quelle différence entre Paris et Saint-Ouen? À quelle distance Saint-Ouen se trouve de Paris? Qu'est-ce que les puces? Enfin voilà, des questions assez anodines sur le territoire environnant du collège. Et chacun d'entre eux a fait des réponses tellement singulières que, à partir de ces réponses-là, je leur ai écrit chacun une lettre. Alors c'était aussi, je reprenais quelque chose qui avait été mené par Maxence aussi dans une autre résidence qu'il avait fait dans un collège, où ce principe de la correspondance permet, dans un projet collectif, en même temps d'établir des relations singulières à chaque élève. Voilà. Et alors, donc là, vous voyez deux autres images qui sont une réponse à la suite d'une lettre où vous voyez que la limite entre Paris et Saint-Ouen est encore au centre de ce qui a intéressé le garçon. Et voici une autre lettre que je vais vous lire. Cher Ayoub, tes réponses au questionnaire sont assez étonnantes. Je dirais même qu'on y sent une sorte de rage intérieure. Tu dis qu'à Saint-Ouen, il n'y a que des Arabes et des Noirs. À Paris, que des bourgeois. Tu conclus même, Saint-Ouen, c'est modeste. Paris, il n'y a que des riches, 16e, etc. Et à propos des puces, tu écris que c'est un marché où il y a de la contrefaçon, des voleurs, des faux parfums, des gitans. Il y a sans doute une part de vérité dans ce que tu dis, mais ne penses-tu pas que ta façon de voir les choses est un peu caricaturale? Que tout cela peut et doit être nuancé? Je suis d'autant plus étonné que les photographies que tu as déjà faites font preuve d'une grande finesse d'observation de ta part, et que par ailleurs tu m'avais fait des remarques très sensibles sur certaines de mes images dans l'atelier en janvier. T'en souviens-tu? Tu m'avais dit que tu aimais bien la vue de Bethléem aux États-Unis. Comme je te demandais pourquoi tu aimais cette image, tu promenas ton doigt le long de la limite entre la terre et le ciel et tu dis « Parce qu'il y a ça ». « Ça quoi ?» te répondis-je. « Ça, là. »« Ah, l'horizon. C'est l'horizon, ça ?» ?»« Oui. » 10 minutes plus tard, nous avons parlé d'une autre image dans l'atelier, celle des vendanges à Sérignan. Tu m'as demandé « Qu'est-ce qu'il regarde, l'homme ?»« Il regarde l'horizon, t'ai-je répondu machinalement. L'horizon, comme dans l'autre image. Je ne te cacherai pas que j'étais assez stupéfaite de la relation inattendue que tu établissais entre ces deux images. Je crois que tu devrais essayer de photographier l'horizon à Saint-Ouen et à Paris. Qu'en dis-tu ? Voilà, et ça c'est une des images qu'il a faites et qui, de façon assez stupéfiante, a une composition très proche de l'image de Bethléem auquel fait référence la lettre et que vous avez vu tout à l'heure. Enfin, donc il y a une sorte de mémoire comme ça qui joue. Voilà, une autre image d'un collégien qui, lui, habitait dans la tour qu'on voit, la tour Pirelli, là, qu'on voit dans l'image, et qui, dès qu'il a vu l'image, est venu compter les étages et me dire « c'est ma chambre, là ». Donc, du coup, je lui ai évidemment demandé de faire l'image, enfin, de photographier ce qu'il voyait depuis sa chambre. Voilà, et si la lettre, là, sur l'horizon, fait jouer quelque chose de l'ordre de l'espace, une autre lettre qui fait jouer quelque chose de l'ordre du temps. Cher Mounir, que t'écrire? Si je prenais au pied de la lettre tes réponses au questionnaire, je te demanderais de photographier les puces, mais telles que tu en parles, c'est-à-dire un insecte très bizarre, qui existe depuis 125 avant JC. Je serais très intéressé que tu relèves le défi, d'autant plus que si je poursuis à la lettre la lecture de tes réponses, à propos de ce que tu vois depuis chez toi, tu dis encore « Beaucoup de puces, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça ». Il s'agit bien de photographier ce qui est invisible, ce que l'on n'a jamais vu. Figure-toi que Charlie Chaplin a réussi à filmer des puces. Je pourrais te montrer l'extrait du film si tu viens à l'atelier. Mais tu m'as encore plus étonné l'autre jour quand tu m'as dit que tu avais déjà fait les photographies. Puisque tu n'as pas eu l'occasion pour l'instant que je te prête un appareil, cela signifie-t-il que tu les as faites dans ta tête ? Dans ce cas-là, il serait intéressant que tu photographies les images que tu as faites dans ta tête. Qu'en penses-tu ? Voilà, il a photographié l'Antiquité du futur. Très rapidement, je vais conclure en présentant un dernier projet. Alors ça, ce sont des images des lettres et des images que je viens de présenter, qui avaient été présentées dans une exposition à Montreuil assez récemment. Et un dernier projet qui a été réalisé à proximité d'ici, avec Fanny Bégri, qui est une autre camarade du groupe RADO.
qui n'a pas pu être là aujourd'hui. On a été invité par la DRAC Île-de-France à travailler avec des collégiens à Perthes en Gâtinais, donc à 15 km d'ici, en partenariat avec deux musées, le musée des peintres de Barbizon et le musée de la préhistoire à Nemours, et sur la forêt de Fontainebleau. Voilà, donc le résultat a été une exposition qui a eu lieu à la maison atelier de Théodore Rousseau. Donc vous voyez deux images là, et on a aussi fait une publication qui rassemble une sélection assez large des travaux réalisés. Voilà, on a fait des sorties en forêt, et ce qui s'est joué, c'est une façon de ressusciter une technique photographique qui est celle du cliché vert, qui au fond a été inventée ici même à Fontainebleau, en tout cas majoritairement utilisée par des peintres, dessinateurs, artistes de l'école de Fontainebleau, de l'école de Barbizon au XIXe siècle, en particulier Camille Corot. Voilà, et dans cette transmission, dans cette réappropriation technique, cette transmission technique, mais qui joue aussi, en tout cas dans les ateliers que j'ai pu faire, beaucoup par l'installation d'un laboratoire photographique noir et blanc, quasi systématiquement. Il y a quelque chose qui se joue, mais dont on pourra reparler aussi avec la suite des projets présentés, notamment Enfantillage outillé. Il y a un déplacement par exemple, en laboratoire, il y a un déplacement de la parole, il y a un déplacement voilà, et c'est là que peuvent surgir, on parlait de surgissement tout à l'heure, c'est là que peuvent, à un moment donné, surgir des choses de ces situations. Je vous présente juste très rapidement, pareil, s'il y a des Bélifontins dans la salle qui sont intéressés, j'ai le livre aussi à disposition. Voilà, on a par ailleurs, on est allé investiguer les chaos rocheux à la recherche des gravures du Mésolithique qui sont... Voilà, et donc toute la question du tracé, tout ce qui s'est joué entre gravure, tracé, enregistrement, on a essayé de le mettre en œuvre par des jeux de superposition dans le laboratoire. Voilà. J'ai un peu dépassé le temps. On a commencé en retard, donc on a peut-être un petit problème de timing maintenant. Je me propose d'être assez court sur les enfantillages outillés. Je peux aussi faire passer un exemplaire de l'ouvrage, puisqu'il y a eu un livre. Je peux peut-être faire gagner un peu de temps à Madeleine sur le récit qu'elle va faire en racontant, disons, le contexte qui a permis ce travail avec des enfants dans des écoles en Corrèze. C'était un projet au long cours du groupe Rado en Corrèze, invité par l'association Peuple et Culture Corrèze, une association d'éducation populaire qui est très active dans le pays de Tulle. Nous arrivions à 9, il y a eu une commande publique du CNAP. On avait les coudées larges pour bien travailler, et disons l'accueil de Peuple et Culture nous facilitait beaucoup le travail. À 9, la situation donc de cette invitation à travailler sur le pays de Tulle et avec les habitants du pays de Tulle, ça faisait partie de la commande, nous a permis de nous éclater en quelque sorte dans diverses sous-situations, un peu au fil des rencontres, au hasard des rencontres. Avec Fanny Bégri, nous avons travaillé dans des écoles, dans 3 écoles primaires qui longent la vallée de la Haute-Dordogne. C'est là une région des grands barrages. C'est l'enquête, l'angle d'enquête que nous avions choisi, c'était celui des réseaux techniques. On avait essayé de penser
géographie. Les artistes peuvent penser géographie. Et on avait déjà commencé à rencontrer les gens d'EDF pour visiter ces grandes installations hydroélectriques. Et grâce à Peupliculture, il a été assez facile d'organiser ces ateliers. Quelle a été l'idée? C'est venu d'une discussion un jour dans les locaux de Peupliculture où on s'est tout simplement demandé ce qu'était une machine pour les enfants. À l'origine de cet atelier, il y avait une question, et au fond, c'est une question qu'on se posait et qu'on pouvait poser aux enfants. Voilà, c'était de même que Maxence, Claire ont pu Claire avancer ce truc de la commande, des commandes faites à l'artiste. Nous sommes arrivés dans les classes avec une question. C'est pas si évident, c'est une curiosité pour nous. Qu'est-ce que les enfants ont dans la tête quand ils pensent machine? Mais c'est aussi faire appel à la curiosité des enfants. L'idée théorique sous-jacente, c'était que le fonctionnement n'est pas l'usage, et on avait essayé de lancer les enfants sur le fonctionnement et non pas comment ça marche d'après toi ça, comment ça marche, comment cette machine marche, comment la machine de ton choix, explique-nous le fonctionnement de cette machine et non pas le mode d'emploi, non pas à quoi ça sert. Ce qui est pas grand chose, mais qui a beaucoup déplacé les enfants, notamment sur la figuration. Ce que je devrais dire plus vite, c'est que les réponses sont arrivées en dessin et photographie et gravure. C'était aussi ça tient beaucoup à Fanny sans doute, ce panel d'outils là qu'on avait à notre disposition, qui était un peu ceux de Fanny, pas vraiment les miens. Donc voilà, c'était en dessin, en photographie, en gravure. Je vous passe sur le programme de l'atelier. C'était un atelier assez programmé. Comment les enfants pouvaient répondre à cette question. Vous savez que les enfants posent beaucoup de questions aux adultes. Pourquoi ci, pourquoi ça. Voilà, c'était comment aux enfants, sachant, et ça c'est quelque chose que j'ai moi découvert un peu après, que pour la psychologie de l'enfant, telle qu'on la connaît aujourd'hui, où la question de la machine est importante, la question de comment on fabrique le monde, au fond les choses, et par extension le monde. C'est une vraie question pour la psychologie enfantine. Peut-être pour incarner les choses, je peux vous projeter. Le livre tourne, alors je ne vais pas faire un défilé d'images. Il faudrait que je fasse en plus en double page. Je voulais juste vous projeter un petit film. Tu l'as mis, Maxence, un petit film qui va incarner les choses en A. Parce qu'il y a la voix des enfants et que Ah non, ça c'est Flore. Ah merde, non. Mais tu l'avais sur la clé. Bon, là, on nous a proposé de faire un livre. L'Arachnia nous a proposé de faire un livre, ce qui nous a permis, et c'est une chance que n'ont pas toujours qu'ont rarement les enseignants et que n'ont pas toujours les artistes, c'est de faire un gros travail de post-production. Nous, on avait accumulé un certain nombre de matériaux et on avait été consciencieux dans la documentation de l'activité pour des enfants jeunes, donc. Qui parlent en dessinant. On avait enregistré, on avait soigneusement indiqué les auteurs de chaque dessin. Et ce travail-là qui peut être un peu fastidieux, mais qui, je crois, est important, c'est un conseil s'il y a des gens qui aimeraient ou qui travaillent avec des enfants, c'est un conseil que je donne qui permet après d'avoir ce truc très agréable de reconstituer des cheminements d'un ou de plusieurs enfants, de reconstruire des événements dans l'atelier. Et ça, c'est la chose un peu policière je dis policière, il n'y avait pas de crime derrière, bien sûr, mais disons de recherche qui nous a beaucoup amusés et qui, en fait,
c'est vraiment cristallisé autour du rapport dessin-photographie. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse un peu tous à Rado. Et là, on avait fait, dans les deuxièmes séances, on avait fait des visites avec les enfants dans les barrages, donc visites guidées, où les enfants avaient des appareils argentiques, devaient prendre 8 photos chacun, si je me souviens bien, prenaient des photos. On avait des moyens de savoir quels enfants avaient pris quelles photos, et le lendemain, on les a fait dessiner ce qu'ils se souvenaient de cette visite. Donc on a eu un lot de dessins. C'est bien après, parce que ça prend du temps, c'est bien après la fin de l'atelier, qu'on a pu en fait comparer les dessins et les photographies, c'est-à-dire faites à 24 heures d'intervalle, dans des situations, disons, différentes par rapport à la mémoire de ce qu'ils avaient compris des barrages, des visites des techniciens. Et là, on a eu des vraies surprises, des vraies questions aussi encore, qui pourraient, je crois, être développées bien au-delà de ce qu'on a pu en faire, sur voilà, qu'est-ce que les enfants regardent, qu'est-ce qu'ils mémorisent, qu'est-ce qu'un enfant, une amie me disait, évite, attention à ne pas dire l'enfant, c'est vrai, on a fait choisi aussi dans ce livre de mettre en relief des petits événements de l'atelier, on avait un peu individué comme ça les choses autour d'événements, donc c'est parfois, chaque enfant est singulier bien sûr, et c'est parfois lié à peut-être une idiosyncrasie de l'enfant, mais en comparant dessins et photographies, des choses étonnantes à part. Enfin, on avait parfois des curieux rapports formels, assez sophistiqués, assez mystérieux, entre les dessins d'un enfant. Peut-être que je peux vous donner... Voilà. Voilà, ça c'est un enfant de 5 ans qui s'appelle Arsène. En double page, ça serait plus évident si vous le... Mais de façon très étonnante, ils ont fait une visite. Imaginez, ils ont fait une visite d'une après-midi. 8 photos dans une après-midi, c'est peu. Cet enfant avait, moyennant les transpositions, disons, il n'avait pas vu ses photos, hein, c'est important, il ne travaillait pas d'après ses propres photos, avait au fond dessiné, agencé d'une manière qui lui était propre, avait dessiné les mêmes éléments, c'est-à-dire qu'il avait en quelque sorte, il avait bien, disons, cristallisé sa mémoire sur quelques éléments du barrage, et le dessin synthétisait absolument parfaitement ces 8 photos. Je suis perdu dans mon... et vous voyez la fin, là, la grande gravure, mais que vous avez peut-être vu dans le livre déjà, qui était la 3e étape de cet atelier qui avait comme visé le paysage. C'était l'idée aussi de... Tu sais comment il marche les touches? Ah, je me tais. Je laisse la place. Quand t'appuies, pourquoi il va tout de suite sur l'ordinateur? Parce que... Quelqu'un sait? Moi, je sais pas. Moi, je sais. Pourquoi il veut pas venir? Tu sais comment il marche les touches? Mais il n'y a pas d'image. C'est pas grave. Comment Écoutez, si vous... Quand t'appuies, pourquoi il va tout de suite sur l'ordinateur? Parce que... Quelqu'un sait? Moi, je sais pas. Il y a un fil qui va une touche, ça va vers où il y a le dessin, et après, t'appuies sur plein de touches, et bien ça fait le mot. Mettre le dessin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe dans le fil. Tu sais quoi? Vous n'entendez pas, peut-être? Bon, c'est pas grave. Je vais laisser la parole. J'avais préparé un petit speech théorique, mais je pense que je vais le... Non, parce que vous n'aurez plus le temps de parler. C'est dans... On doit quitter la salle dans 20 minutes. Je croyais qu'il y avait quelque chose à 17h. Ouais.
Donc, je vais pas partir dans un développement. Oui, mais je saurai à la fin. Non, mais fais-le. Rapide. Non, je laisse parler Madeleine, c'est quelque chose en plus qui est disponible en ligne. Je redonnerai mes statements après. Voilà, je laisse la parole à Madeleine qui va parler de ce qu'elle a fait au même moment. C'était au même moment. Au moment où Adrien et Fanny étaient dans les écoles, je vais vous faire circuler ça. Ça, vous pouvez le garder. Enfin, un chacun de préférence. Donc bon, ça va faire un peu doublon, mais je me disais que c'était quand même bien qu'on projette des images. Donc au moment où Rado était invité en Corrèze, à partir de 2011, moi je suis assez vite allée sur le plateau de Millevaches, donc très au nord de Tulle. Donc c'est peut-être vous connaissez, mais pour rappeler, pour ceux qui connaissent pas, c'est un lieu, un plateau, donc entre 3 départements, qui est assez en hauteur, plutôt plus froid que le reste de la région. Et il a été au 19e siècle, avec l'exode rural, en même temps que les gens partaient, les gens qui restaient plantaient des arbres. Ça a été largement subventionné. C'était diverses espèces de pins. Et actuellement, c'est toujours planté de pins. Et surtout de Douglas, du pin de Douglas. Et c'est en monoculture. C'est-à-dire qu'on ne trouve que ça. Il se trouve que cette forêt est un enjeu politique très fort depuis longtemps. Vous voyez que l'affiche là, qui date de 1977. Et ça génère des conflits d'usage entre des habitants et des exploitants forestiers, puisque d'un côté, les exploitants forestiers exploitent la forêt comme une ressource minière et les habitants, eux, ont l'impression de vivre au milieu d'une mine. Voilà, donc avec cette pratique de la coupe rase qui est très très spécifique, qu'on trouve rarement ailleurs, mais qui s'est maintenue sur ce territoire. Donc pour ma part, personne m'a demandé. J'étais avec le groupe Rado, donc invitée avec cette commande publique, mais en fait, personne m'a demandé d'aller rencontrer des habitants du plateau de Millevaches. Il se trouve que c'est la vie qui a fait ça, et c'est comme ça que je me suis mise à travailler là-bas. J'avais commencé moi quand même à photographier le plateau et cette exploitation forestière avec l'idée de comprendre ce qui s'y passait. Et puis je voulais comprendre un peu où partait tout ce bois, donc j'avais commencé à constituer des cartes. Vous allez voir ça par la suite. Et puis un jour où j'avais pas commencé à parler de ces cartes à plusieurs personnes, et puis genre une espèce de réunion comme ça pour les 25 ans d'une scierie à Faux-la-Montagne, un jeune homme me dit ah mais tu devrais parler à cet autre jeune homme là à lunettes qui parle bien en public, tu vas voir. Ils ont commencé avec quelques autres habitants à écrire un texte sur la forêt justement, et donc je vais voir ce jeune homme à lunettes et on convient d'un rendez-vous au magasin général de Tarnac, au bar, et puis il me fait lire le texte qu'ils avaient écrit. Et c'était plus précis que tout ce que j'avais pu lire jusqu'à présent sur la forêt du plateau. Ça m'a énormément intéressée et on convient que je vais faire la mise en page. Assez vite, je rencontre une autre personne qui, elle, avait très envie aussi que cette brochure voie le jour. On commence à travailler. Donc des fois, on était que 2 parce qu'on était là. Puis des fois, le collectif s'agrandissait. Il y avait des grandes réunions où tous les gens qui étaient intéressés par la brochure venaient. Tout le monde. Puis voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça a mobilisé aussi. Elle a été. On a vraiment beaucoup travaillé à ce qu'elle soit bien imprimée, bien faite, et donc on a mobilisé qui savait faire une correction, savait faire les corrections, qui pouvait relire tout ça très précisément, voir toutes les erreurs qu'il pouvait y avoir. Enfin, c'était assez formidable, et donc. C'était vraiment aussi, on a rassemblé donc des images que moi j'avais faites et des images que tous les gens de ce collectif intéressés à cette forêt avaient fait. Donc toutes il y avait vraiment ce collectif, il est né de toutes ces rencontres et puis d'une envie d'en découdre avec les forestiers. Quand bien même parfois on était 2. Et c'était vraiment un collectif qui s'est institué à partir d'un conflit d'usage. Alors, au début de la conférence,
on rappelait que ce qui prévaut à la naissance d'une institution est en général oublié au bout de ces dizaines, ces centaines d'années d'existence. Là, il s'agissait de faire le mouvement inverse, c'est-à-dire de ne pas invisibiliser le conflit qui était en jeu, au contraire de rendre visible ce qui précisément n'était plus visible. Donc il y avait donc des images de beaucoup de personnes. Moi, là pour moi, c'était une ambition assez impersonnelle, ce qui peut sembler paradoxal dans notre époque, mais j'avais envie de faire exister ce texte et que par toute l'attention qu'on pouvait porter à sa réalisation, qu'il puisse avoir le poids qu'il méritait. Donc la brochure a circulé sur le plateau de Millevaches, même assez loin, en dehors du plateau, dans des lieux de lutte politique, où du coup il était là au milieu de plein d'autres brochures, peut-être moins bien écrites, moins bien éditées, et donc il avait ce poids-là et une efficacité. Alors que sur le plateau de Millevaches, il est devenu absolument inattaquable parce que justement le simple fait qu'il était beau, bien imprimé, qu'en fait il était tout aussi, il avait le même poids en fait que toutes les brochures publicitaires faites par l'industrie forestière qui en fait ne disent jamais rien, même si elles sont éditées dans un but commercial et elles disent jamais vraiment ce qui est en train de se passer. Et donc comme une parole de vérité qui parfois dite avec fermeté peut avoir l'effet d'une bombe, là ça a eu un bel effet. Alors c'était vraiment un objet de propagande. Et moi j'étais très contente en tant qu'artiste c'est pas un objet d'art, on n'a pas fabriqué un objet d'art. Pour moi c'était un instrument politique. Et j'avais envie que ça existe, peut-être plus à ce moment-là plus qu'une œuvre d'art. Mais ensuite, donc à partir de presque porté par l'énergie de cette brochure, l'énergie de cet instrument politique, et avec aussi, j'avais commencé à cartographier, à faire ce travail de recherche assez énorme qui me permettait de créer cette information. J'ai fait ces cartes. Qui sont donc 2 cartes sur l'énergie produite à partir du bois en Limousin. Une carte donc en vert, une carte des flux de bois. Donc vous avez les flèches vertes et ce qu'on voit en beige, là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est du sable collé avec de la cire d'abeille. Je vous montre peut-être juste le détail. Voilà, vous voyez ce qui est un peu plus foncé, là c'est de la cire d'abeille, donc collé au pochoir, qu'on retrouve aussi sur cette autre carte qui est la carte des puissances de toutes les unités de production d'énergie par le bois, avec, vous voyez les petits cercles là, un peu beige, qui sont aussi des cercles en cire d'abeille. La cire d'abeille, en fait, elle représentait toutes les formes, les réseaux vernaculaires qui ne font pas appel à l'industrie, alors que toutes les formes peintes, que ce soit en vert ou en rouge et violet, représentaient, et en sable, les réseaux industriels. Les formes en sable représentaient toutes les données pour lesquelles je n'avais pas d'informations fiables. C'est moi qui l'avais déduit. Donc en fait, pour moi, en fabriquant ces cartes, j'ai poursuivi ce que la brochure avait créé. C'était une sorte d'instrument nouveau, presque un instrument psychique, dans le sens où il amène une perception. Et j'avais espéré que ces cartes, en fait, elles puissent continuer à vivre et être utilisées sur le plateau, justement, dans cette lutte contre les forestiers. Il s'agissait de produire il s'agissait de figurer un conflit invisible. Et dans cette salle, j'avais mis un petit texte qui disait, je vais vous lire parce qu'il était assez juste. Enfin, voilà, c'était bien. Il fut des objets de papier ou de parchemin dont les tracés formaient la terre à conquérir. Mais une fois le pays conquis, lorsqu'à force de présence, le conquérant est devenu invisible, des traces, des taches, des signes permettent de mesurer son pouvoir. Je vous ramène juste, je ne sais pas si vous voyez, mais dans la brochure, vous verrez, là, c'est une brochure, je crois, qui date de 1913. Vous voyez, ce que vous verrez ici à la fin,
c'est écrit « Colonisons la France ». C'était pas moi une vue de l'esprit que j'avais. C'était le projet de coloniser c'était clairement un projet colonial que le fait de planter le plateau de bois, de forêt. J'ai parlé de psychisme et d'instruments psychiques parce que le psychisme, en fait, c'est un instrument qui isole, sépare, abstrait, fait des choix parmi la réalité. S'il n'y a pas ce tamis-là, on perçoit rien puisqu'on perçoit tout. Et donc le psychisme a cette fonction-là. En général, c'est constitué, c'est composé, enfin, cette perception, elle s'attache à des signes, et quand ces signes sont organisés, une œuvre d'art peut être un instrument psychique. C'est un fait que quand on produit cet instrument-là, on produit les conditions on produit à la fois les conditions en tant que sujet, mais on se retrouve aussi objet de ses propres conditions. Et donc on passe de soi-même de sujet à objet, à sujet, à objet, à sujet. Et je pense que c'est une des mobilités qui fait le plaisir qu'on peut avoir à fabriquer des œuvres d'art, à en montrer, à les regarder. Et c'est la mobilité qui est belle. Parce que c'est vrai que quand on dit, le fait de dire qu'on est objectifié, ça peut être très mal perçu, à juste titre, quand ça bouge pas. Mais cette mobilité-là, elle est belle. Et en tout cas pour moi, elle a produit beaucoup de plaisir à travailler. C'était pas rien parce que le plaisir à travailler, parce que c'était un protocole de fabrication assez difficile, très rigide. Et du coup, le fait que tout ça ait une place sur le plateau de Mille Vaches, au centre de Vassigères, ça me mobilisait pour travailler. Et du coup, moi, c'est un peu le regret que j'ai aujourd'hui, c'est que ces cartes, elles sont dans les caves, non pas dans les caves, mais dans un entrepôt du CNAP en Île-de-France. Et en banlieue, j'ai pas anticipé le fait que cet instrument psychique il devait être transmis. Et je pense que, alors là, plus jamais, je ne l'anticiperai pas. Voilà. C'est tout. Il nous reste combien de temps ? 20 minutes ? Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion, disons, de reprendre sur ce terme de situation que nous avons pris pour titre aujourd'hui. Je donne la chose là, sous une forme écourtée et un petit peu adaptée. J'écrivais dans le livre et je voulais m'expliquer à moi-même la formule. Je vous lis. Nous, alors je parlais ici au nom de Rado, préférons parler de situation plutôt que de projet. Une certaine offre institutionnelle, Maxence l'a rappelé aujourd'hui, encourage les artistes à travailler et donc à penser par projet. Il peut y avoir de beaux projets d'artistique, comme il peut y avoir de beaux projets d'école, mais tous les projets ne donnent pas lieu à une situation artistique. Toutes les situations artistiques ne procèdent pas d'un projet. On se donne un projet, on lance un projet, mais en toute rigueur, on ne crée pas une situation. Ce qu'on peut faire, c'est d'en repérer au mieux les coordonnées pour échafauder la situation artistique qui éclairera, concentrera et, si possible, déplacera ces coordonnées. Alors, je n'insiste pas sur la différence projet-situation. Vous m'accorderez qu'un projet avorte quand il ne rencontre pas de situation, quand il ne se convertit pas en situation. Je voudrais plutôt préciser le jeu que je faisais ici entre créer et échafauder. On ne crée pas une situation, c'est-à-dire qu'on n'en crée pas ex nihilo. On échafaude une situation artistique sur une situation préexistante, un peu comme on construit un échafaudage contre un mur. Cette image de l'échafaudage nous conduit dans le registre du penser contre, sur lequel Lacan, par exemple, a pu jouer. Penser contre quelque chose, c'est en faire une critique, une attaque critique, mais c'est aussi s'appuyer sur cette chose pour penser. Penser tout contre, aurait dit Sacha Guitry.
Alors vous me direz qu'un échafaudage n'est pas fait pour attaquer le mur, mais au contraire pour le réparer ou le repeindre. Alors comment Maxence Riflet, qui n'aura peut-être pas le temps de donner les éléments de réponse, pense-t-il contre la prison ? C'est une question qu'on lui reposera. Alors il y a deux situations. Il y a la situation de départ qui préexiste à l'intervention des artistes et la situation artistique que ceux-ci mettent en place échafaudent. L'échafaudage appartient au vocabulaire de la construction architecturale. La situation artistique est une situation construite, mais pas à partir de rien, à partir des coordonnées, disais-je, de la situation préexistante. Alors les choses se compliquent un peu. Comment repérer les coordonnées d'une situation ? La formule était un brin tautologique, je m'en serais aperçu à l'époque, je ne l'aurais pas écrit comme ça, puisque si on pense géographie, non seulement coordonnées et repères sont synonymes, vous savez, les repères, les coordonnées géographiques, c'est la latitude, la longitude et l'altitude, mais donner les coordonnées d'un point, c'est précisément le situer. Peut-on situer une situation ? Dans quel référentiel ? Je laisse la question ouverte. J'utilisais en fait une idée plus prosaïque du repère. Je pensais à la pratique du repérage avant un tournage. Alors, quelles sont ces situations qui préexistent et qu'il faut repérer ? J'en vois trois types qui peuvent concerner les artistes. Il y a les situations institutionnelles, donc prison, école, hôpital, voire entreprise. Les situations géographiques, le territoire. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le territoire est une institution. Et plus délicat et paradoxal, ce que je nomme provisoirement les situations événementielles. C'est pas très joli. Un événement n'est pas situé comme l'est une institution ou un territoire, mais peut définir une nouvelle constellation d'espace-temps au sein de laquelle l'artiste peut se déplacer. Voilà, typologie à vue de nez. À première vue, la situation artistique, j'arrive je crois au point important, est forcément incluse dans la situation découverte. Un atelier dans une école, par exemple, ou telle trajectoire sur un territoire, comme Madeleine vient de raconter, c'était une trajectoire sur un territoire, et non pas dans une institution. On intervient dans une institution ou sur un territoire. Alors, la prison est un cas exemplaire, parce qu'il est clair que l'atelier ne peut pas être plus vaste que la prison. Qui ne va pas dépasser la situation prison et même certaines zones à l'intérieur de la prison. Alors j'ai dit à première vue, car les choses à nouveau sont heureusement plus complexes. Maxence, moyennant quelques démarches administratives, peut faire sortir les images réalisées dans les ateliers et les montrer à des gens hors de la prison, comme il aurait pu le faire ici même si on avait commencé à l'heure. La situation artistique peut donc être plus large, beaucoup plus large que la situation de départ. Cet élargissement de la situation artistique passe notamment par un processus de publication au sens large, mais il y a sans doute d'autres modes. On peut par exemple imaginer un travail de réflexion collectif qui précède chronologiquement l'arrivée des artistes en situation. Je note aussi qu'une situation artistique peut relier plusieurs sous-situations institutionnelles à l'intérieur d'une même situation géographique. Pendant les enfantillages outillés, nous avons organisé des visites dans des installations hydroélectriques proches des écoles. Barrages et écoles sont sur le même territoire, mais les enfants, en temps normal, ne vont évidemment pas dans les barrages. Même histoire pour abris et clairières dont a parlé Claire à la fin, entre le collège et les abris ornés. Plus dans abris et clairières, une histoire artistique du territoire. Voilà. Un territoire est toujours gros de ses liaisons virtuelles, c'est-à-dire actualisables via des rencontres et des déplacements. La situation artistique peut actualiser, révéler une ou plusieurs virtualités du territoire. Elle peut concentrer le territoire, au sens où elle peut en donner une formule praticable ou fonctionnelle, pour l'artiste, j'entends, pour les artistes. Ainsi du pont entre école et barrage pour nous en Corrèze, là, pour Fanny et moi. Elle peut aussi étendre le territoire, non pas concentrer mais étendre, car des ponts peuvent être jetés au-delà, dans d'autres dimensions même, et là je ne développe pas le point, mais la littérature et le langage permettent souvent, ou même encouragent souvent cette extension poétique du territoire. La situation construite et la situation découverte ne coïncident donc pas. Et il faut penser leur rapport en termes de déplacement ou d'expansion-condensation, d'éclairage, de perspective, voire de projection au sens de déformation géométrique. Je faisais une variation sur disons les prémices de Maxence sur un atelier qui soit une machine optique dans une machine optique. Je vous donne le contexte de cette réflexion aussi. C'était aussi un dialogue avec Maxence. Comme je l'ai dit, ces rapports sont généralement polarisés par la publication, c'est-à-dire par l'insertion de la situation artistique dans l'espace public.
qui n'est pas un espace physique, qui est plutôt, et là je reprends des formules de Jean-François Chevrier dans son livre Œuvre et activité, qui nous est utile pour ces questions. Cet espace public, une dimension idéologique et imaginaire de la vie sociale, qui n'en suppose pas moins des procédures concrètes, matérielles, et j'ajoute des inscriptions spatiales ou locales, institutionnelles et techniques, médiatiques, etc. Mais l'espace public entre dans ce jeu de perspective entre situations. Il faut le penser. Il semble qu'il faille tenir toutes les dimensions ensemble. Si on oublie qu'il y a une situation construite, on tombe dans les actuelles formes médiatiques de ce que Mallarmé appelait l'universel reportage, c'est-à-dire un usage du langage commis avec la mystification d'une information pure, transparente. Et c'est par exemple l'idéologie du direct perpétuel, BFM TV et consorts. Voilà, un reporter de BFM TV ne prétend pas construire une situation. Et pourtant, inversement, si on oublie qu'il y a à côté de la situation construite une situation à découvrir, eh bien on obtient au mieux un simple atelier d'initiation technique. Alors là, nous n'avons rien contre ça. Là, je parle au nom de Rado, je pense que... au pire, un de ces nombreux dispositifs d'art contemporain qu'on peut dire autistes, excessivement thématisés sous couvert souvent des meilleures intentions sociales, et qui peuvent agiter diverses marottes formelles, celles de l'artiste en général, mais qui ne rencontrent ni ne présentent aucun dehors, aucune surprise, aucune vraie forme, aucun personnage, etc. On pourrait donner des exemples, c'est la norme. Là, j'essaye un peu de penser contre, pour le coup. Il est remarquable que ces deux écueils symétriques, oublier ou plutôt faire oublier la situation construite d'un côté et de l'autre, ne surtout pas vouloir de découverte, tendent régulièrement au même résultat, tous deux reconduisent des clichés au mauvais sens du terme, et ce faisant confortent des attentes idéologiques et des marchés, et un marché. Ma modeste dialectique, construction-découverte, a le mérite minimal de pointer cette collusion formelle entre les grands médias avec leur lot de propagande et de désinformation, et art contemporain faussement progressiste et souvent vraiment débilitant. J'affirme aussi, pour cadrer la portée critique de mon propos, que la solution n'est pas dans la théorie, pas plus dans la mienne que dans une autre. On voit souvent des artistes extrêmement armés théoriquement, mais qui ratent des situations. Nous aussi, on peut rater des situations, ça arrive à tout le monde, mais la théorie ne protège pas. Ce qui manque souvent, c'est plutôt une éthique des formes et plus précisément une foi dans la consistance propre de la pensée artistique. Des formes et des images, en parlant d'échafaudage, et je vais bientôt conclure, en parlant d'échafaudage, j'employais une image, une métaphore. Rien n'est plus important, à mon avis, que ces métaphores qui rapprochent autant que faire se peut la théorie ou le discours, comme on dit, de la poésie. Dans les matières artistiques, la métaphore, l'image, n'est jamais un simple enrobage ornemental de la pensée, c'est la pensée même. L'échafaudage est aussi pour nous une image du radeau, une métamorphose du radeau, comme construction, bricolage on voit le rapport métaphorique, j'espère que vous voyez, entre un échafaudage et un radeau. Je résume et conclus. Il y a la situation découverte et la situation construite, où, et vous allez comprendre pourquoi je change de mot, inventée. La situation complète est plus grande que la somme de ses parties. Elle est à la fois découverte et inventée. Or, il y a au moins une entité théorique qui a pour caractéristique d'être à la fois découverte et inventée. C'est l'objet traditionnel de Winnicott, du psychanalyste Winnicott. L'enfant à la fois découvre et invente son doudou dans le champ d'illusions qui entoure le doudou. On peut supposer que la situation artistique complète, entre guillemets, a les propriétés de l'espace transitionnel, ce que Winnicott pourrait d'ailleurs avoir pressenti. Alors il ne faudrait pas s'arrêter là, et j'arrive vraiment à la fin, et il faudrait établir en quoi il faudrait établir en quoi le transitionnel chez Winnicott a partie liée avec ce que le philosophe Gilbert Simondon appelle le transindividuel. Le transindividuel qui n'est pas l'interindividuel. Je crois que si on ne fait pas cette distinction, on ne tient pas... Bref, je passe. On pourrait alors reclasser conceptuellement certains termes d'usage courant, toute situation complète portant en effet un certain composé de groupes, de collectifs et de publics.
Je peux dire simplement, pour contourner à nouveau, parce que je l'avais déjà contourné, ce travail de redéfinition, que Rado, par exemple, est un collectif dont les membres travaillent parfois en groupe, dans des groupes, avec des groupes, et essaient de rendre publics les résultats de ces activités. Voilà, Madeleine vient de l'illustrer. Voilà, j'arrête là, je pense. C'est une tentative, disons, de généralisation à partir des différentes tentatives que nous menions ces quelques dernières années ou qui sont en cours. Des questions à l'un ou l'une d'entre nous, là, parce qu'on a ça. C'était une tentative de théorie sans concept. Moi, j'aime bien la philo, mais je voulais pas utiliser de la philo pour ces choses-là. Mais c'était aussi, je vous dis, c'était aussi un développement sur ce que Maxence est en train de faire, un développement, disons une espèce d'interprétation théorique sur ce que Maxence est en train de faire en ce moment dans les prisons avec des détenus. Ah bah là, c'est dans 7 prisons différentes. Ouais, c'est un projet un peu compliqué. Ouais, enfin c'est fini, mais je suis en train de... Mais pour le voir, il faudra venir au Centre photographique de Rouen en octobre. 11 octobre, je vous invite. Que ça puisse sortir des murs des prisons, vous pouvez y avoir bossé aussi. J'ai notamment encore une collègue qui fait sortir beaucoup de projets des prisons. Oui, bien sûr. Il y a eu au théâtre Paris-Villette, notamment, j'ai passé des projets économiques autour de chants, d'écriture de textes. Enfin, là, c'est quand même une chance aujourd'hui que ça arrive à sortir. C'est vrai qu'on a vraiment... Oui, vous avez raison. Oui, non, mais c'est vrai. Mais bon, il y a plein de sujets. Non, mais j'ai écrit une bêtise. J'ai écrit une... Non, c'est vrai, c'est vrai, je le savais en plus. Ah ouais, ça sort. Je le savais, oui. Non, c'est peut-être... Oui, oui. On va faire écouter pour de vrai le truc là. Super. On n'a pas réussi à mettre tout à l'heure. Bah ouais, parce que c'est plus marrant d'avoir... Comment il marche les touches? Comment il fait? Quand tu appuies, pourquoi il va tout de suite sur l'ordinateur? Parce que... Quelqu'un sait? Moi, je sais pas. Moi, je sais. Il y a un fil qui va à une touche. Ça va où il y a des scènes. Et après, tu appuies sur plein de touches. Et bien ça fait marcher. Ça fait le mot. Mettre des scènes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe dans le fil. Tu sais quoi? C'est des petits bouts de fer. Des petits bouts de fer. C'est les comme des petits, c'est des petits rangs qui tournent et quand le maïs y passe dedans, ça le coupe et après ça va ressortir. Il y a un tuyau qui emmène l'ensilage ici et ça ressort dans une remorque. Ah oui. En fait, il a fait l'intérieur. Ouais. Je croyais qu'il avait fait le truc derrière. Après, ici, c'est le ventilateur pour que le monsieur il ait de l'air, pour pas qu'il ait chaud. D'accord. Ici, c'est le moteur qui va emmener l'électricité au gyrophare pour qu'on le voie la nuit. Et après, il y a ça qui va aller... Le ventilo, ça va aller jusque là pour, au truc où il y a l'air. Après, ici, c'est le pot d'échappement. Le fil, il va relier au pot d'échappement.
pour que ça puisse le tenir. Ces enfants qui suivent leur dessin, vous avez compris, qui expliquent leur dessin. Donc la phrase suit un peu le doigt. En fait, j'ai mis l'eau. Et en fait, là, il y a le barrage, ça se voit pas. Et là, il y a l'eau qui tombe. Et là, il y a un barrage. Là aussi. Et en fait, j'ai mis ça parce que il y a un trou, il va en haut, le bleu, et il se transforme en bleu et ça fait bleu. D'accord. Pourquoi ça se transforme comme ça? Parce qu'il y a un trou. C'est le trou qui fait que ça change de couleur? Non, mais il y a un trou avec une machine dessous. Ah, Et après, ça tourne. Et voilà. Tu sais comment il marche, les touches? C'est la même chose. Ouais, c'est celui-là. Quand tu appuies, pourquoi il va tout de suite sur l'ordinateur? Voilà. Et voilà, comme on dit. Merci.